Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fringale. On est de retour, on a pris une bonne pause suite à la fin du Tour féminin et on est à nouveau présent pour vous présenter cette Vuelta qui arrive dès la fin de semaine. Aujourd'hui au menu, grosse preview, et pour m'accompagner dans ce travail titanesque qui nous attend, Adrien. Salut Adri, comment vas-tu? Hola todos, écoute, ça va, monsieur. Non, je resterai là. J'ai jamais appris l'espagnol, donc du coup, voilà, hola, ça passe. Bah, écoute, ça va, hein, pleine forme. Pareil pour. On a refait un petit peu de jus là avant, comme tu l'as dit, avant de s'attaquer à cette Vuelta. On s'est préparé à ces rampes terribles de 20% sur 1 kilomètre à faire péter les plus grosses cuisses du peloton. Donc voilà, on est chaud et comme tu l'as dit, on a beaucoup de choses à dire parce que sur cette Vuelta, on va faire une seule émission de présentation et bah, il y a à dire parce qu'il y a de belles étapes, il y a des grands noms du peloton qui sont au départ et bah, voilà, je pense qu'on peut sans trop tarder à passer aux choses sérieuses. Tout à fait. Alors au menu aujourd'hui, 3 grands temps. Un premier temps, on va un petit peu décrypter le parcours, mais assez rapidement, hein. On va pas faire une preview des 21 étapes parce que sinon, on est encore là demain. Et puis derrière, on va parler des favoris, du podium potentiel qu'on voit à l'arrivée de cette Vuelta. Et puis pour terminer, le petit moment un peu croquant, le petit moment plaisir, les pépites, nos pépites, les coureurs qui vont briller, enfin nos pépites. Il y a des pépites, vous allez voir, qui sont déjà bien abîmées, hein, mais je veux dire, ces coureurs qui vont briller sur cette Vuelta et puis je crois qu'il y en a pas mal quand même. On a prévu du matos là. Ouais, c'est ça. Il y a, comme on le disait, hein, il y a une belle start list et il y a vraiment, voilà, il y a vraiment de quoi mettre des petites pépites un petit peu partout sur chaque étape et dans tous les registres de la course. Donc, ouais, je pense qu'on va se régaler. Alors, sans plus attendre, Adrien, tu t'es penché sur cette Vuelta 2022. Qu'est-ce qu'on en attend? Quel est le parcours? Et quels vont être un petit peu les moments forts de ce qui va nous attendre sur les 3 semaines? Et bah, la Vuelta, donc 2022, elle a déjà l'originalité de partir des Pays-Bas. Voilà, d'Utrecht. Utrecht, le Tour de France y était parti en 2015. On avait vu la victoire de Rohan Dennis à l'époque sur le contre-la-montre inaugural. Et là, c'est un contre-la-montre par équipe qui va lancer la Vuelta. La Vuelta aime bien commencer son grand tour comme ça. Donc là, il y aura 23 kilomètres vraiment tout plat. Ce sera en ville, même si les routes sont larges. Voilà, apparemment, il n'y a pas de grosses difficultés techniques. Donc ça va être sympa. Moi, je sais pas toi, mais moi j'aime bien voir le chrono par équipe. C'est toujours hyper sympa à voir et là on voit vraiment l'homogénéité de chaque team se dégager, donc à ne pas manquer dès le départ. J'adore les chronos par équipe également, mais je reste un petit peu sur ma faim de cette vingtaine de kilomètres là. J'aurais bien aimé en voir un de 40 ou tu vois. Ouais, en inaugural, en général, ils les mettent, Ouais, c'est ils clair. les mettent pas trop longs et il y a quand même une tendance à mettre des contre-la-montre de plus en plus courts. Ouais, mais C'est par vrai. équipe, tu vois, c'est un peu autre chose. Je me dis, enfin, est-ce que Ouais, c'est ouais. pour pas que des leaders avec des équipes un peu plus faibles perdent pas trop de temps, mais Sur 50 bornes, si t'as pas des gros rouleurs, bah enfin oui, monsieur, mais et il faut pas oublier que la Movistar est une équipe espagnole qui c'est n'est pas vrai. forcément, très Ah, bonne comment ça, il y rouleuse, a pas de gros rouleurs chez la. donc on y va piano, on va pas, donner le maillot rouge à Roglič, dès le premier jour pour qu'il le lâche pas après, quoi. Mais parce que Il Juan, faut il est présent, hein. Il était pas là il sur faut le Tour le de courage, France, mais là, ouais. il est venu, hein. Ouais. OK. Donc voilà, un petit, sur ce départ, des Pays-Bas, après 2 étapes pour sprinter et on est habitué cette année parce que c'est, la 3e, sur les 3 grands tours cette année. Les 3 sont partis de l'étranger et assez loin. Donc on a une étape de repos, le Enfin, 1er slash lundi, transition, quoi. slash transition, voilà, ils font le trajet en avion pour retourner dans le pays, et en l'occurrence là, c'est l'Espagne. À noter que c'est la première fois que les 3 grands tours partent tous de l'étranger la même année. Oh!
Oh, Voilà. d'accord. La petite stat, La petite stat hashtag la Père petite Dossard qui fait stat, plaisir. Père Dossard Radio Fragale. Voilà, je pense que j'étais pas le premier à avoir pensé, mais en tout cas, c'est dit ici. Ensuite, donc après cette première journée de repos, le peloton arrivera au Pays Basque, Mmh. où là, il y aura pas mal d'étapes accidentées, hein. On connaît tous le Tour du Pays Basque. Mmh. Donc là, beaucoup de montées courtes. J'ai noté 3 belles arrivées au sommet, Mmh. sur des rampes qui vont être sympas. Et notamment, la 8e étape, le 1er samedi, enfin le 2e samedi, Oui. où là, il y aura une ascension de 10 bornes avec des passages à 15 Donc déjà dès la première semaine, les favoris devront se dévoiler. En montagne, on aura direct, des éléments de réponse importants sur sur qui sera encore dans le coup, au général. Et je pense que là, le 1er samedi, après la 8e étape, on pourra déjà rayer quelques noms de notre, belle liste, qu'on a dressée tout à l'heure. Donc Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette étape 7? Est-ce que c'est pas clairement une étape typique Vuelta? 190 bornes, 100 bornes toutes plates, un col de 20 km première catégorie, truc bien costaud. 125e kilomètre, on arrive en haut du col, ça redescend un peu, c'est tout plat jusqu'à l'arrivée. C'est magnifique ça. Ouais, ça c'est Ça me met des magnifique, ça papillons dans le fait ventre, moi, tu ça fait, les sprinters, ils se disent: «Ah, c'est dommage, s'il y avait pas eu le truc au milieu là, pourquoi pas?» Ouais, ça va faire une belle étape de baroudeur, là. Oui, ça Ça va va se faire une tabasser belle dans étape de l'échappée, là. baroudeur. Et on sait que sur la Vuelta, enfin le dernier grand tour de la saison, c'est souvent là où tu as les gars, mais ils ont rien à perdre. Tu as Mmh. aussi ceux qui ont pas encore signé de contrat pour l'année prochaine, qui sont en fin de contrat, qui du coup là, ils se mettent un coup de pied aux fesses encore plus important que d'habitude pour aller chercher des résultats. Donc Alors sache Adrien que Bob Jungels a signé un contrat, hein, suite à son très beau Tour de OK, France. Il fait la c'est bien. Vuelta, mais pas dit qu'on le voit briller, hein. Qui laissera gagner Pinot du coup ce coup-ci. Qui lui aussi a signé à vie de toute façon avec Marc Madiot, donc Mmh. là-dessus, il y a pas trop de soucis. Voilà, mais effectivement, c'est des petites, dans l'ensemble, hein, c'est quand même une Vuelta qui ressemble à une Vuelta, quoi. Oui, totalement. Il y a pas Pas de de surprise. il y a pas de surprise, il y a pas d'enchaînement de grands cols, c'est des petites bosses bien raides, 9 arrivées au sommet quand même. Mmh. Alors des fois, c'est des petits sommets, mais ça reste des sommets quand même. En Donc parlant de petits sommets qui restent des sommets quand même, on parlait de l'étape 8 là, avec ouais. ce col. L'étape 9, c'est quoi cette côte à la fin? Parce que là, je suis en train de regarder un petit peu le parcours. C'est tout droit, en fait. Moi C'est sur mon vertical. profil, je vois pas de pente, ouais, c'est ça. C'est vertical. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce Ça truc? ça a pas l'air long, mais à mon avis, tu prends 400 mètres de D+ je sais pas, en 2 bornes, 3 bornes? Ouais, non, mais Peut-être pas c'est 2 ça. Alors bornes, ça fait attends, on beaucoup, mais dirait qu'il y a oui, c'est ça, 4 bornes et ouais, 4 c'est ouais, c'est ça, on est pas loin des bornes. Et on est même à, ouais, presque 500, ça va donc ouais. monter un peu. Ouais, Rien de ça va méchant, vous bien inquiétez monter, pas. ça va bien monter. Donc je pense que là, il y a des bons punchers, qui ont coché cette étape. Ouais. Et après tout ça, il faudra bien, se reposer, Mmh. hein, parce qu'effectivement, là, les organismes seront déjà marqués. On va faire un 2e transfert en avion pour passer du nord-ouest, de l'Espagne au sud-est, et un départ de la 10e étape à Alicante. Et le traditionnel à la Vuelta, c'est toujours comme ça, je sais pas depuis combien de temps exactement, mais ça fait un moment. Lendemain de la normalement première journée de repos, mais là ce sera la 2e, Mmh. un chrono, pour mettre tout le monde dans le bain, et puis pour que ceux qui ont du mal, les lendemains de journée de repos, aient bien mal aux pattes et perdent quelques minutes. Là, c'est un chrono individuel cette fois-ci. 31 kilomètres, tout plat, tout plat, tout Ouais, plat. vraiment tout plat, voire faux plat descendant, hein, Voire clairement. faux plat descendant. Je pense que là, les moyennes vont être assez, De ouf. stratosphériques. Ouais, ouais. Hem, Oui, parce que les 16 premiers kilomètres, c'est faux plat descendant en vrai, hein. ouais, ouais, non, mais c'est Oh ça, hein. putain. C'est faux plat descendant. On part à 87 mètres d'altitude, et après 16 bornes, on est à 11 mètres d'altitude. Donc ouais, Je crois que c'est c'est le vent long dans le dos aussi, enfin tu bah, ça va c'est être c'est la le long de la régale. mer. C'est le long de la mer, donc par contre, le vent, il peut souffler fort. Alors après, en fonction de l'orientation, ça pourra,
Bah, voilà, ça pourrait être déterminant. Pareil, Mmh. si j'allais dire si le vent il tourne, mais en même temps les favoris vont partir tous en même temps, donc ça sera pas problématique. C'est pas comme sur un début de grand tour. Donc ça, c'est une étape à cocher, hein, toujours, surtout que, bah, c'est le dernier chrono et que les 10 étapes qui restent, elles sont en ligne. Tout à fait. Ensuite, on met le cap au sud et on longe la mer pendant quelques courses. Donc là, attention aux bordures quand même. Notamment sur l'étape du lendemain, mais qui devrait quand même être promise aux sprinters parce que ça fait Ouais. un petit moment qu'ils ont rien pu se mettre sous la dent. Ensuite, on enchaîne une arrivée au sommet à Peña Blancas pour la 12e étape le 1er septembre. Et là, bah, pareil, 20 kilomètres irréguliers avec des passages à 14 un beau terrain de jeu pour les favoris, ça devrait être une belle course de côte. Après, re-sprinter et ensuite Un petit enchaînement, rien de méchant. un super week-end dans Sierra Nevada. Donc Ah notez bien punaise. les 3 et 4 septembre sur vos agendas. Pour les 14e et 15e étapes, où là, il y aura 2 grosses étapes de montagne avec 2 belles arrivées au sommet. Notamment je crois que c'est ta préférée celle-là, hein, Ah oui. l'étape du dimanche là, donc je te laisse un petit peu nous en parler. Bah là, on est sur 150 bornes, 148,1 pour être tout à fait exact. Au début, bah voilà, hein, des petites côtes non répertoriées, mais histoire que l'échappée se fasse. Une petite côte première catégorie de 9 bornes pour se mettre en jambe au kilomètre 100. Derrière, ça redescend, et puis après, c'est parti, quoi. Bon, ça va monter, redescendre légèrement, mais grosso modo, du kilomètre 120 au kilomètre 148, on monte, et on Mmh. passe de à peu près 750 mètres à 2500 mètres. Voilà. C'est ce qui nous attend pour ces 20 Ouais. dernières bornes. Clairement, ça va être costaud, et je pense que enfin, connaissant la Vuelta, j'aurais peut-être tendance à dire que la Vuelta sera déjà jouée à ce moment-là. Mais si c'est pas le cas, dans cette étape-là et dans ce col-là, à mon avis, il y a tout ce qu'il faut pour faire des grosses diffs, et notamment si les coureurs favoris un peu punchers, qui sont pas vraiment des purs grimpeurs, ont réussi à tenir ou un peu d'avance. Là, c'est clairement une ascension où je pense que les meilleurs grimpeurs qui brillent en haute altitude pourront faire de vraies différences, quoi. Ouais et puis mais je crois que c'est la seule arrivée au-dessus de 2000, Oui, si je dis c'est pas bien de possible. Ouais, bêtises. ouais, ouais. Donc là, ils font pas semblant, ils vont carrément chercher les 2500. Mmh, mmh Mais mh. ouais, non, c'est une très grosse étape et comme tu l'as dit, je pense ouais, bah, par exemple, on sait que les grimpeurs sud-américains, ils aiment bien l'altitude, c'est là où ils font des différences. Bah, ce sera vraiment une de leurs rares occasions de profiter de ça et de ce terrain de jeu et vraiment d'une ascension pour grimpeurs. Donc il va forcément se passer des trucs. Là, Oui, c'est c'est sûr. Ouais, obligé. ouais. C'est obligé et le gars qui aura le maillot rouge au soir de l'étape, bah, il aura quand même une vue assez dégagée, je pense, sur la dernière semaine Ouais, et sur ce qui va se passer. clairement, je suis d'accord avec toi. Je pense que maillot rouge ce soir-là, à moins d'une grosse défaillance. Ouais. Typiquement, si c'est un coureur très fort sur les courses d'une semaine et demie, 2 semaines, et qui peut avoir des trous d'air en 3e semaine. Ouais, Mais non, je pense ça que arrive. il y a tout ce qu'il Mmh. faut, hein. Ouais, c'est ça. Et donc après 3e journée de repos, à nouveau le lundi et on Un enchaîne, petit avec, sprint. un petit sprint vers Tomarès parce que les sprinters, ça fait un petit moment ça faisait que depuis le vendredi, remarque. C'est Oui. assez équilibré, hein. Il y a pas de On le voit des fois sur le Giro où pendant une semaine, il y a rien pour les S sprinters, que dalle. Mmh mh. C'est, débrouillez-vous, même pas à la dernière étape, c'est un chrono, donc débrouillez-vous pour rallier l'arrivée. Là, bah, de temps en temps, il y a des étapes vraiment toutes plates pour les sprinters. Donc moi, c'est pas mal aussi, quoi. C'est bien équilibré, je trouve. Et bah, sur cette dernière semaine, on n'a pas non plus on va dire comme le Giro ou même le Tour, ils aiment bien faire ça, une orgie de montagne, quoi. Mmh mh. Là, on a vraiment, bah, des étapes pour punchers avec, il y a des arrivées au sommet, mais c'est pas forcément des ascensions de 20 bornes, heu, sauf l'étape du jeudi à la limite. La 18e étape.
Mais bon, il y a quand même encore de quoi faire des différences et Oui, je crois que tu notamment as un petit coup de cœur, hein, pour l'étape 20, toi. ouais, sur la 20e étape, moi j'aime bien cette étape parce que, bah, déjà on part direct, alors il y a 5 cols dont 3 de première catégorie. Il faut savoir c'est le plus haut grade, 1re catégorie sur la Vuelta. Il y a pas de hors catégorie comme on a au Tour de France et bah, il y en a un dès le 16e kilomètre pour mettre bien en jambes et déjà pourquoi pas, bah, permettre, s'il y a une équipe qui est costaud, Mmh. bah, voilà, faire un petit peu péter du monde et puis, se retrouver entre favoris. Et c'est surtout, ouais, l'enchaînement de cols, c'est pas une étape, insurmontable, mais elle va arriver en fin de 3e semaine et ça me fait un petit peu penser à la dernière étape de montagne. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'était la Vuelta 2015 et c'est quand, Tom Dumoulin était maillot rouge, comme Mmh. Tom Dumoulin, j'allais dire qu'on salue comme s'il nous écoutait, Pour son départ voilà, à la retraite. qui a Salut qui a Tom. annoncé sa retraite et en fait il va venir Puisqu'on sera consultant sur invité. Radio Ouais, ça Fringale, y est. voilà. On vous annonce ça en exclu, non. C'est ça. On sera invité à son Dumou départ en retraite d'ailleurs, j'ai reçu les invitations. ah ouais? Ah, tu Cool, sais, cool. accrédité sur le Tour de France, ça ouvre des portes, hein. Et du coup, non, Dumoulin était en rouge, c'était la veille ou l'avant-veille de l'arrivée, mais je crois que c'était la veille et c'est Fabio Aru qui renverse la Vuelta et qui, en attaquant, mais je crois à 2 ou 3 cols de l'arrivée et moi en voyant ce profil, ça m'a fait un petit peu penser à cette étape-là en question. Donc ouais, je me dis que si les écarts sont relativement faibles Mmh. et bah, il y a encore moyen de faire quelque chose. De faire quelque Ouais, chose. carrément et puis, on a vu cette année, alors on sait que la Vuelta a déjà de base, la réputation d'être un peu plus folle, que le Tour de France, Mmh. hein, même bien plus folle. On a vu que sur le Tour cette année, les Jumbo avaient pas hésité à dynamiter, la course pour faire, tomber Pogačar. Là, clairement, une équipe qui a envie après bon, il y a pas mal de vallées entre le premier col et le deuxième col, mais par contre, à partir du kilomètre 87 et la Ouais, c'est montée de ça. deuxième Mmh. catégorie, pendant, 100 kilomètres, je regarde un peu, là, il y a quoi? 17 kilomètres de vallée et après c'est à peu près tout, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ça Ouais, va c'est ça s'enchaîner, quoi, hein. et puis bon, si tu es une équipe costaud, tu peux envoyer un équipier Mmh. devant, qui peut faire un bout de vallée aussi, Qui peut faire ça péter un leader dans la dernière côte, c'est pas un souci. Par exemple, ça tout c'est arrive, ça, vous savez? par exemple, Ethan Hayter, quand il sera, maillot et le lendemain, pas de chrono pour finir cette Et année? le lendemain, bah, voilà, on arrive à Madrid. Alors la veille, on sera quand même pas loin de Madrid, mais on sera encore en montagne et là, bah, bah, voilà, la kermesse madrilène, on a l'habitude, maintenant, donc c'est 100 kilomètres. Voilà, ils ont fait un effort pour mettre 100,5 kilomètres quand même. Ils se sont dit: «On va pas abuser, on va pas faire une étape de moins de 100 kilomètres» et voilà, avec bah, une arrivée au sprint, qui semble, se dessiner. Et bah, voilà, pour ça, ce sera la dernière étape de cette Vuelta 2022. Alors, petit récapitulatif, sur cette Vuelta, nous avons au programme 6 étapes dites de plaine et qui sont globalement des vraies étapes de plaine qui où devraient être disputées par des sprinteurs. 2 étapes dites de plaine avec une arrivée au sommet, donc plutôt puncher. 4 étapes accidentées, sait qu'on est sur la Vuelta, donc tout peut se passer, mais plutôt hein, un profil puncher. Donc finalement, les punchers et les sprinters se répartissent 6 et 6 étapes. 7 étapes de montagne, un contre-la-montre par équipe, un contre-la-montre individuel. Comme tu disais, c'est un parcours qui est bien équilibré et je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, on a vraiment, bah, de tout pour tout le monde. On sait que, bah, des fois, alors on en reparlera tout à l'heure, mais ces dernières années, le plateau de sprinters de la Vuelta était pas, foufou. Mmh. Et c'était aussi parce que, bah, en fait, ils pouvaient pas s'en empêcher les organisateurs. Dès qu'il y avait une étape de Dakar, allez, des 2 kilomètres à 20 tiens, prends ça Ah, je suis et désolé, mais si on pouvait pas passer à côté, c'était merde! n'importe quoi. Et puis je connais bien le maire de la petite Ouais, commune voilà, en c'est haut ça. là et du coup, on a fait l'arrivée chez lui et ouais, là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de satisfaire un petit peu plus les sprinters aussi et on le Mmh. voit aussi avec les noms qu'il y a au départ parce que, bah, il y a quand même des beaux noms du sprint, et quelques victoires en grand tour, Mmh. bah, voilà, qui seront présents. Donc c'est cool et puis ça n'enlève en rien la qualité des favoris qui seront là, hein. Tout à fait. Heu, On a un très beau plateau de favoris sur la Vuelta cette ouais, année ouais, et ouais. je trouve que c'est aussi un petit peu mis en avant, heu,
franchement, jusqu'à maintenant, on a eu des super grands tours. Un Giro qui joue sur l'avant-dernière étape. Tour de France, on en a parlé en long, en large, en travers, incroyable. Et finalement, quand on parle des favoris, qu'on va vous présenter, ça fait une bonne transition. On a à la fois les gars qui ont plutôt brillé sur le Giro. Hein, on va parler de Hindley, Carapaz aussi, un peu revanchard. On a un gars, en fait, la Vuelta, c'est sa maison. Alors, ok, il avait un peu mal au dos, mais s'il vient, à mon avis, c'est pas pour faire l'équipier de Samomen, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis derrière, on a les traditionnels, on va les appeler comme ça, nos petits grimpeurs sud-américains, Monsieur Trouder, enfin tout ça. On va vous parler de tout le monde, mais dans un premier temps, on va vous présenter un favori un peu plus en détail. Alors, sans surprise, pour moi, celui qui va gagner la Vuelta cette année, Adrien, s'appelle Primož Roglič. Non. Eh ouais, je pensais à Primož, il allait déjà gagner le Tour de France selon moi. Alors, ah oui, c'est vrai. Le roi des pronostics, c'est bien moi. Non, mais oui, clairement, Primož. Déjà, comme j'ai dit, Primož, la Vuelta, c'est sa maison. Il a arrêté le Tour un peu plus tôt. Tout le monde a dit mais il arrête parce qu'il se prépare pour la Vuelta. Finalement, il avait une blessure sérieuse. Mais je pense pas qu'il vienne faire de la patinette, si tu veux, sur la Vuelta, Primož. À mon avis, il a bien compris aussi que le leadership chez Jumbo pour les années à venir, il va falloir le partager avec Vingegaard. Voir le laisser. Voir le laisser. Mais je peux pas m'empêcher. Alors, on va encore se faire tailler, tout ça, tu connais. Roglič, ça fait quand même 2 ans. Alors, il a perdu il y a 3 ans un Tour de France à la régulière contre Vingegaard, ok. Ça fait quand même 2 ans qu'on le voit pas à 100% sur le Tour. Et ça, c'est vrai, tu vois. Genre, si tu regardes sa saison, elle est pas horrible, il a été blessé, il a des perfs un peu moins folles que d'habitude. Vingegaard était plus fort que lui sur le Tour de France, ok. Mais à côté de ça, il était, quand on voit, enfin, t'as vu les blessures qu'il s'est tapé quand même, le mec. Je veux dire, quand il abandonne, là, il s'est remis son épaule tout seul, ok. Mais derrière, on apprend que les blessures étaient bien plus sérieuses que ça. Et puis malgré tout, il a fait sa part du boulot sur le Tour de France. Il disait qu'il pouvait, dans l'étape de la planche, qu'il avait l'impression qu'on lui plantait un couteau dans le dos. À l'Alpe d'Huez, qu'il n'arrivait pas à tirer sur le guidon pour monter. Enfin, voilà quoi. Et je pense qu'un Primož à 100%, pour moi, ça reste un top 3 coureur. Et cette année, je dis pas qu'il aurait gagné le Tour à 100%. Visiblement, Vingegaard était plus fort. Mais à mon avis, c'est podium à l'aise, quoi. Donc, je sais pas. Du coup, la question, alors, c'est... Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ma crainte, c'est est-ce qu'il sera à 100%? Parce qu'il peut aussi venir sur la Vuelta, mais parce que c'est le tenant du titre, parce qu'il y a moyen quand même de gagner une 4e de suite, et parce que finalement, sa saison, elle reposait sur le Tour de France, et puis ça n'a encore pas fonctionné, donc c'est aussi le rattrapage habituel de la Vuelta, et qu'il avait sûrement pas envie de partir en vacances tout de suite. On sait à quel point Roglič, il a faim, il s'est surmobilisé, en plus dès qu'il a un échec, ça c'est assez extraordinaire chez lui, hein, cette capacité mentalement à être... voilà, il y a un échec, bim, on se focalise sur ce qui vient, mais... Est-ce que... Enfin, franchement, je pense que personne ne le sait, et ça se trouve, même lui, il ne le sait pas. Est-ce qu'il sera à 100%? Moi, j'ai un avis sur la question, il est le suivant. Je pense que oui. Enfin, à 100%. Peut-être pas à 100% préparé comme s'il avait préparé sa saison autour de la Vuelta. Peut-être pas genre une forme type préparation pour le Tour de France. Mais en vrai, tu vois, s'il avait annoncé juste après le Tour, bon, j'abandonne, mais parce que je vais faire la Vuelta. Et que finalement, il s'était rendu compte que c'était un peu plus sérieux, mais qu'il avait rien dit. Qu'il avait juste dit non, mais je ferai la Vuelta, je serai là, machin. Il se serait mis une pression supplémentaire où ça aurait été plus dur d'abandonner. Là, il a clairement dit mes blessures sont sérieuses. En fait, il avait même dit je serai pas au départ de la Vuelta. Si finalement, donc il s'est enlevé cette pression-là. Si finalement il y va, pour moi, c'est que clairement. Il peut faire quelque chose, sachant qu'en plus, je veux dire, Jumbo qui va sur la Vuelta sans Primož, ils ont largement les coureurs pour aller gagner des étapes. Enfin, Juan Denis, il est méga en forme cette année. Ils auraient pu emmener un petit sprinter avec eux. Là, je me rappelle pas du nom du jeune qui a gagné. Là, je sais pas si c'est pas aujourd'hui ou hier. Comment il s'appelle déjà? Il a un nom. Ça doit être un néerlandais difficilement prononçable. Olaf Koij. Ouais. Tu vois, ils auraient pu l'emmener en disant bon voilà, on se met autour de lui. Et puis rien que, ils emmènent du Rezink, du Affini, du Harper, du Juan Denis. Je veux dire rien que surtout cette queue. Ouais, non, mais je veux dire rien que le chrono inaugural, tu prends pas Roglič, mais tu rajoutes un rouleur de plus. Ah putain.
OK, Ineos a une belle équipe aussi, enfin il y a et Quick-Step aussi pour aller le gagner, mais je veux dire, ils auraient pu le fixer un peu comme ils se sont dit qu'ils allaient la jouer sur, le Giro. Le Giro, on les attendait pas du tout. Finalement, ils font un super Giro avec plusieurs victoires d'étape et là, clairement, bah, ça aurait pu être un peu la même sur la Vuelta. Donc moi, je pense que si Primoz y vient, il a de quoi aller la gagner. Et même pour compléter ta question, est-ce qu'un Primoz, enfin, qui aujourd'hui, sur le plateau de la Vuelta, peut battre un Primoz à 90%? Ah, pour moi, si t'es à 90%, ça suffit pas pour gagner un grand tour. Ah ouais? Et Roglic à 90%, il gagnera pas la Vuelta, il est même pas sur le podium. À Ah oui. 90% pour toi, il est pas Ah sur oui, le oui, podium? oui. Ah Bah, ouais? si les autres favoris, ils sont à 100%, je veux dire un Carapaz à 100%, il met une volée à Roglic en montagne. OK. Si c'est le Hindley de la dernière semaine du Giro, c'est pareil, il y en a pas beaucoup qui vont lui résister. Donc ah oui, non, pour moi, enfin, c'est maintenant le niveau est tel sur un grand tour que c'est fini le temps du, je vais sur le Giro pour préparer le Tour de France et puis hop, Mmh. au passage, je gagne le Giro, quoi. Et c'est la même chose et c'est aussi pour ça qu'on voit plus de mecs qui doublent, sur les 2 années. Même le doublé, Giro-Vuelta, et Mmh. bah, c'est la galère parce qu'il y a des gars qui arrivent bien mieux préparés et que les différences, elles sont tellement infimes que si t'es pas au-dessus de 95%, tu peux pas, tu peux pas rivaliser, quoi. Ça se joue vraiment sur des détails, et la forme physique forcément en vélo, elle est hyper importante. Mmh. Mais c'est pour ça que moi je serais pas aussi optimiste que toi sur Roglic parce que ma crainte c'est, mais après moi je suis persuadé que même lui il a pas couru depuis le Tour de France. Mmh. Il peut pas vraiment savoir à quel point sa condition est bonne et je pense qu'il aura besoin aussi, sur les premières étapes de reprendre le rythme, un petit rythme de course. Donc c'est aussi pour ça qu'il faudra pas s'affoler si, bon, il y a déjà les 3 étapes, aux Pays-Bas qui sont sans danger, mais si sur la première semaine il est pas top, Ouais. je pense que voilà, on sait il pourra monter en puissance après. Mais ouais, voilà, pour moi c'est un gros point Interrogation? d'interrogation, Mmh. Roglic. Et mais du coup c'est cool qu'il soit sur la Vuelta parce que ça va vraiment, mettre un enjeu supplémentaire et s'il avait pas été là, il aurait peut-être manqué un petit quelque chose quand même. Bah, il aurait manqué le triple Le dernier le vainqueur de le l'épreuve. tenant du titre. Voilà, par Heu, exemple, par alors, exemple. selon toi, Adrien, du coup, quel va être l'homme, qui va battre Roglic et donc remporter cette Vuelta? Et bah, pour moi, je vois bien Joao Almeida, remporter la Vuelta. Certains le voyaient remporter le Giro, Oui, tout à fait. voilà, mais du coup, Présent. non, ce sera la Vuelta, voilà. OK. Donc non, j'étais très bah, voilà, je trouve qu'il est quand même, alors bon, c'est son Giro, il était pas, sensationnel, mais il est resté quand même longtemps 3e et puis après, c'est le covid, hein, qui a Mmh. fait qu'il a abandonné à la fin. Il était encore dans le match, toujours un petit peu, limité en haute montagne, sur des purs grimpeurs vraiment. Mais non, c'est un gars qui est en pleine forme parce qu'il a fait, 2e du Tour de Burgos, en gagnant la dernière étape à la Almeida, en fait. Mmh. Il se fait décrocher sur les premières accélérations et puis il se met à son train et il revient sur les premiers. On l'avait vu, enfin, on le voit tout le temps faire ça, Almeida. Et je pense que du coup, cette Vuelta au parcours assez équilibré peut lui convenir. Plus que pour moi, ça lui va mieux qu'un Giro. Ouais. Bah, il Il a déjà perfe fait 3 fois plus, le Giro, c'est la première fois qu'il va faire la Vuelta. mmh. En plus, on sait qu'il est à l'aise sur les routes espagnoles. Ouais, c'est ça, il perfe bien, hein, Heu, généralement en ouais, Espagne, hein. ouais. Là, tout le Tour de Catalogne, il fait 3e, il gagne une étape. Mmh. Là, à Burgos, pareil, il gagne une étape, il fait 2e du général. Donc ouais, moi je vois plein de signaux positifs. Faut pas oublier que ça fait un moment qu'on parle d'Almeida, mais il a que 24 ans. Ouais. Donc il va encore, bah voilà, il est encore en train de progresser. Il est bah voilà, dans une équipe qui, bah c'est UAE, donc c'est l'équipe de Pogačar
qui sait faire aussi maintenant de mieux en mieux quand même en montagne, même si, il y a toujours à améliorer. Il aura McNulty, en équipier. On a vu ce qu'il Solaire si était ça se passe capable bien. de nous sortir McNulty, quand il avait décidé de faire péter tout le monde. Mmh. Marc Soler, il y a aussi des gars, avec de l'expérience comme Polanco, Oliveira, et puis, le petit Juan Oui, Ayuso. il y a Juan Ayuso, ouais, qui est là aussi, tout à fait. Qui aussi, lui c'est pareil, hein, il a 19 ans, il aura 20 ans à la fin de cette Vuel dans un mois, à la fin de cette Vuelta et ouais, pareil, il fait une très belle saison Mmh. et je pense qu'il sera aussi à surveiller. Ce sera son premier grand tour, donc ouais, non, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même des bons signaux pour Almeida. Après, ça reste une Vuelta qui, pour moi, est très ouverte. Mmh. Et comme moi, voilà, moi, j'ai ce point d'interrogation sur Roglic, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que, pour moi, il y a entre 5 et 10 mecs qui peuvent se dire au départ d'Utrecht, je veux gagner la Vuelta et je peux gagner la Vuelta. Donc, c'est ce qui va rendre la course passionnante, je pense. Et on aura très vite aussi des éléments de réponse. Mais pour moi, Almeida, il a amené assez de garanties maintenant, même s'il a toujours pas ce podium en grand tour, mais il faut pas oublier qu'il a fait que le Giro. Voilà, pour être cité parmi les favoris, et voilà, pour moi, j'en fais le favori. Est-ce que tu penses que Ayuso aura le leadership si jamais Almeida est en difficulté, doit abandonner pour X ou Y raison chez UAE? Leadership à 19 ans pour ton premier grand tour, c'est peut-être un petit peu compliqué. Plutôt pour Je pense que McNulty? Non, je pense que, si Almeida, il y a un souci, il abandonne tôt, ça va être, la chasse aux victoires d'étape, à OK. fond. Autant avec Soler qui aura forcément envie de lever les bras, plus que d'essayer de faire 7e du général. McNulty, ça va être trop compliqué, et Ayuso, Bon après ouais, s'il a carte blanche, il peut aller en claquer 2 quoi. ouais, mais c'est ça en fait, et Un peu comme la Bouitre, sur le Giro. ouais, exactement, et vaudra mieux qu'il aille claquer 2 étapes plutôt qu'il essaie de jouer le général. Il a le temps encore pour jouer le général. Mmh. Donc ouais, je l'imaginerais plutôt comme ça si jamais ça arrive. OK, alors maintenant une petite liste de favoris, Adrien. À chaque fois, on va se poser une question par rapport à ces favoris potentiels et puis on terminera tout ça avec nos podiums pour cette Vuelta. Vous connaissez nos talents de pronostiqueurs. Le premier, Jay Hindley. Est-ce que Jay Hindley est passé dans une nouvelle sphère? Est-ce que maintenant Jay Hindley est un favori naturel pour l'ensemble des grands tours sur lesquels il va se présenter? Bah oui, obligé. Pour Mmh. moi, c'est obligé vu il a gagné le Giro, il l'a volé à personne. Mmh. Il Il a a battu battu Carapaz, Carapaz. qui est une référence sur les grands tours, et puis de toute façon pour moi maintenant, dès que tu as gagné un grand tour, tu es obligé d'apparaître dans la liste des favoris. Alors après on parlera d'un autre, ancien vainqueur de grands tours, même d'autres aussi, mais pour moi oui, et je pense qu'il peut nous faire un podium là sur cette Vuelta. OK. Bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi, mine de rien, il avait quand même une forme un peu, surprenante, enfin on l'attendait pas du tout à ce niveau-là sur le Giro. Est-ce que la question pour moi, c'est vraiment est-ce que le Giro, ça a été la forme de sa vie et c'est un mec qui va faire une perf qu'il refera jamais? Ou est-ce qu'en fait c'est juste son niveau, enfin c'est maintenant il faut l'attendre à ce niveau-là? J'émets un peu des doutes, tu vois? Pour moi, c'est quand même un point d'interrogation, Jane Lay. S'il est comme sur le Giro, aucun doute, mais je sais pas si clairement je le coche maintenant comme un coureur qui, sur toutes les courses où il va se présenter, sera à ce niveau-là. Et pour moi, la Vuelta, c'est un peu une manière de confirmer son beau Giro, en fait. Enfin, son beau Giro, magnifique victoire, tout ça, je veux dire. Mais pour la suite de sa carrière, c'est finalement le Giro me pose encore plus de questions que tu vois s'il avait fait Ouais. 2 ou 3 quoi. Et Bah, voilà. ouais, rapidement, juste 2 éléments de réponse. Moi, je pense que oui, il y a un changement de dimension, pour 2 raisons. Parce que maintenant, il est chez Bora, et Mmh. qu'on a vu à quel point l'équipe Bora était maintenant Ça très costaud tourne. sur les grands tours, et aussi parce qu'il a 26 ans. Ouais, Donc ouais. c'est un âge où tu arrives à maturité, tranquillement en grand tour, Bon, on l'a vu et avec que là, Jonas, hein. il a 4 ans, voilà, il a 4 ans qui arrivent, devant lui, où son objectif, ça doit être, aller rechercher un autre grand tour. Mmh. OK.
Alors on va passer un peu du tout au tout. Celui qui, du coup, est un peu dans la position de Jay Hindley avant, c'est Remco. Remco, qui va arriver en tant que favori enfin, plateau des favoris sur cette Vuelta. Gros point d'interrogation. Est-ce que Remco peut venir gagner cette Vuelta? Est-ce qu'il va être limité en montagne? Ou est-ce que clairement il a changé de statut cette année et il va le prouver sur cette Vuelta? Moi, je pense que non, je pense que je sais pas, je me dis que alors ça se trouve dans un mois on dira: «Ah, il a dit n'importe quoi». Mais non, je pense que c'est pas un coureur de grand tour, que Ok. sur une semaine il est hyper fort sur les monuments, les classiques, on a vu à quel point il pouvait être costaud. Il fait une saison extraordinaire. Mais ouais, non, je me dis que sur les grands tours, il manquera quelque chose, il manquera quelque chose. Ok. Écoute, moi je sais pas parce que je sais pas si ce Tour d'Italie de l'année dernière, après son retour de blessure, c'est pas un peu un trompe-l'œil et on s'est pas dit un peu trop vite en fait, genre non Remco il peut pas, tu vois. On l'attendait beaucoup sur le Giro, beaucoup en faisaient un favori du Giro en disant attention c'est la pépite belge, enfin voilà c'est un coureur incroyable. Et je me demande si potentiellement Remco en fait il a pas toute proportion gardée, mais je veux dire dans le style, un peu le niveau d'un Pogacar, c'est-à-dire capable d'aller écraser des classiques comme Pogacar l'a fait cette année et d'être très performant en grand tour également. Alors bien évidemment, Pogacar, il a d'abord gagné son tour puis été très performant sur les monuments qu'il a couru, mais quand même, tu vois, je sais pas si on ne s'est pas fait une mauvaise idée de son niveau en haute montagne, en montagne plus haute montagne. Ouais, pour l'instant Ouais, pardon. on sait pas. Pour l'instant, on sait pas, en fait. Comme tu moi, je suis d'accord avec toi, son retour sur le Giro là, en course de reprise après sa chute au Tour de Lombardie 2020, on peut pas se baser là-dessus. Mais ouais, non, enfin, ouais, je sais pas. Bah, voilà, après finalement, on n'en sait rien, mais je peux me tromper, mais non. J'ai un peu envie d'y croire, moi, tu vois, Remco. On donnera nos podiums après. Je sais pas si je me mettrai dedans, mais ouais, je me dis que c'est peut-être l'année de la vraie grosse révélation sur Grand Tour. On se dit, ah là, est-ce que l'année prochaine, il ira se bastonner avec Pogacar et Vingegaard sur le Tour de France, tu vois. Ensuite, nous avons Richard Carapaz. La question de Richard Carapaz, c'est Richard Carapaz, leader unique chez Ineos. Et bah, je pense que lui, il aura très envie d'être leader unique. Ah Mais ouais. mais il y a aussi un Français qui a envie d'être leader, au moins co-leader, je pense. C'est pour moi la question, ouais, c'est avec Pavel Sivakov. Mhm. Plus que Tao Geoghegan-Hart, que j'ai trouvé un peu en dessous sur ce qui apporte pour moi un petit peu moins de garantie jusque-là. Mais Sivakov, bah, il vient de gagner le Tour de Burgos, qui est quand même la course de préparation de la Vuelta. Donc après, faut pas forcément se fier que là-dessus, parce que l'année dernière, c'est Landa qui a gagné le Tour de Burgos. Il est passé complètement à côté de son Tour d'Espagne. Mais quand même, ça donne des indications sur son niveau de forme. On l'a vu faire un sacré numéro sur l'étape où il roule tout seul avec le jeune Français Bastien Tranchon dans la roue tout le long, qui vient le battre au sprint sur la fin. Mais il a été très costaud, et même dans la dernière étape de montagne, il a été solide, il a pas Mhm. craqué. Donc en tout cas, je pense qu'il a montré à son équipe et à ses équipiers que bah voilà, il fallait compter sur lui. Quand dans le même temps, au Tour de Pologne, Carapaz, il était un peu moins, voilà, un peu moins souverain. Après, c'était pas les mêmes profils non plus. On était aussi sur quelque chose qui était plus puncher au Tour de Pologne. Mhm. Mais quand même, après Carapaz, bah voilà, Carapaz, il a gagné un Giro, il a plusieurs podiums en Grand Tour. Donc il y a des garanties qui font que tu es obligé de le mettre leader quand même. Mais après, ce serait aussi intelligent de la part d'Ineos, comme c'est pas non plus Carapaz n'est pas le gros favori qui devrait tout écraser, bah, d'en jouer de ça. Ouais. Et de faire en sorte que bah, Sivakov, il tente des coups de loin, que Carapaz, ça lui permette de plus tenter aussi si Sivakov est encore dans le coup. Pareil, hein, Tao Geoghegan-Hart, Oui, c'est ça, il est là aussi, Tao. et bah, il peut aussi faire des choses comme ça et dynamiter
En premier aussi. Donc ça va être intéressant à voir. Il y a une bonne équipe quand même chez Ineos. Hein. Il y a Carlos Rodriguez, il y a Luke Plapp aussi qui est un Australien qui est très costaud, qui a 21 ans. Mais je pense que ça va être super intéressant aussi de lui de le voir sur son premier grand tour. Donc ouais, Carapaz, mais je pense quand même que Carapaz a l'expérience. La Vuelta, c'est une course qu'il aime bien. Il peut aller nous rechercher un podium. Alors, il y a également un truc qu'il faut dire sur Carapaz et qui va peut-être répondre aussi un peu à la question du leadership, c'est que pour le moment, il n'a pas re-signé chez Ineos, il voudrait pas re-signer, on l'a vu au mois de juin très proche de signer avec IF, en tout cas c'était dans les rumeurs. Pour le moment, il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. C'est clair que si on se dit que l'année prochaine, il est plus là, Richard Carapaz, peut-être qu'Ineos va aussi se dire, bon, on compte sur lui, hein, s'il peut nous ramener une Vuelta avant de partir, tant mieux, mais finalement, est-ce que c'est pas le moment de faire un peu une sorte de transition aussi, comme tu disais, vers un Sivakov ou autre. Donc mine de rien, c'est situation contractuelle, ça peut aussi un petit peu changer la place des coureurs, parce que si Carapaz avait signé pour 4 ans, on se serait dit bon bah il compte sur lui. Clairement, ils vont pas lui faire un coup fourré quoi. Là, bon. Ça laisse un peu cette question en suspens. Derrière, on a notre ami Enric Mas. Alors Enric Mas, la question qu'on va se poser, c'est Enric Mas le Tour de trop cette année ou en fait il était pas en forme sur le Tour de France et il va nous faire une Vuelta de dingo, sachant que là il aura Valverde dans les pattes, hein, qui plus est. Ouais, mais il a toujours eu Valverde. Bah pas au Tour de France là. L'année dernière, il avait Valverde avec lui et ça l'a pas empêché de faire deuxième de la Vuelta. Donc mine de rien, c'est un peu plus une garantie sur une Vuelta que sur une autre course. Enric Mas. Bon bah voilà, moi j'en avais fait un des favoris du Tour, donc voilà, merci bien. Si ça arrive à des gens, tu sais. Si on regarde sa saison, c'est quand même pas ouf. Non, pas sa meilleure saison en carrière. C'est quand même pas ouf. Là, l'enchaînement Dauphiné Tour de France, il est cata, c'est pas au niveau où il espérait. Voilà, on les a vus attaquer un petit peu. Une fois à contretemps, ils nous ont refait une petite Movistar sur le Tour là. On a bien cru qu'on allait passer à côté. Heureusement, ils nous l'ont fait. Hein. Ouais. Et puis voilà, en plus, je crois qu'il a chopé le Covid sur la fin du Tour, Enric Mas, donc il a même pas vu Paris. Donc à voir aussi comment il a récupéré de ça, parce que c'était il y a moins un mois, et on sait que pour certains, la récupération peut être longue. Donc non, là, je pense que ça va être compliqué pour Mas. Et d'ailleurs, petite question complémentaire, là, parce qu'on en discute, ça m'est venu un peu à l'esprit. Est-ce que du coup, Enric Mas, là, cette année, on se disait, bon, bah ça y est, il est tranquille, quoi. Valverde, il est vraiment vieux. Miguel Angel Lopez, il est parti. Richard Carapaz, il est parti depuis un moment. Enfin, genre là, Enric Mas, Quintana n'est plus là. Il a tout ce qu'il faut pour perf. Et finalement, en tant que vrai leader unique annoncé il perfe pas cette année. Alors, est-ce que Enric Mas, c'est pas un mec qui peut-être soit tient pas la pression, ou a aussi besoin un petit peu de ce côté, je sais pas, on m'attend pas vraiment, finalement, je peux faire un peu comme je le sens et mieux gérer les étapes où il est un peu moins bon. En mode je suis co-leader, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être ça aussi qui lui va bien. Je pense qu'il doit y avoir un peu de ça, hein. Peut-être que la pression d'être leader, c'est aussi peut-être un peu compliqué. Après bon, voilà, sur le Tour, on l'a déjà vu quand même faire des bons classements au final, même. Ouais, mais jamais tout seul, hein. Mais oui, jamais tout seul. Mais après, ouais, je sais pas. Il y a peut-être un peu de ça quand même, ouais. Il y a peut-être un peu de ça quand même chez Enric Mas, ouais. Alors, on va passer maintenant à Jonas Vingegaard. Est-ce qu'il va être coéquipier de Primoz Roglic? Non, c'est une blague, c'est un troll. Bip bip. On va vous la faire à chaque fois par contre, hein. On vous prévient, on est un peu comme ça, nous, le troll, c'est notre plaisir. Non, on va passer à un vrai monsieur. Un monsieur qui nous a fait rêver sur le Giro, mais dans tous les sens du terme, et on va se demander s'il va nous faire rêver de la même manière sur cette Vuelta. C'est monsieur Yates, le roi des trous d'air. Simon Le Simonet. Ancien vainqueur de la Vuelta. Quand même, parce qu'avant l'ère Roglic, c'était lui en 2018. Il est à noter. Qui avait gagné la Vuelta, donc ça veut dire qu'il sait gagner un grand tour, il l'a déjà fait. Qui prend peut-être moins de trous d'air en Espagne. Je pense qu'il s'imaginait en remporter un petit peu plus par la suite. Mais
mais voilà, ce sera son 14e Grand Tour. Et on peut pas savoir, quoi. On peut pas savoir. Mais quand on regarde un petit peu sur les 4 derniers Grands Tours auxquels il a participé, à chaque fois, il y a eu 3 Giro et un Tour de France. Il a terminé que le Giro en 2021, où il finit 3e sur le podium. Et sinon, son podium d'avant, c'était la Vuelta en 2018 quand il l'emporte. Il leur offre quand même plus trop de garanties pour le classement général. À mon avis, il va enflammer les étapes qu'il peut enflammer. Il y a quand même des belles arrivées qui peuvent bien lui convenir, à lui et ses 58 kilos. Mais ouais, non, je pense que là, Yates, il est quand même incroyable, Simon. Hein. Parce que genre un Simon 100%, c'est peut-être un des meilleurs coureurs du monde, tu vois. Non, au début du Giro, il claque le chrono, on se dit mais ça y est, il va tout faire péter et puis d'un coup, bam au blocos, fringale, allez, merci, au revoir. Il en gagne une petite derrière quand même, histoire de dire. il en gagne une parce qu'il est super fort, mais c'est fou. Mais voilà, enfin, je pense pas que tu puisses te lasser de victoire d'étape comme ça, mais à un moment. Mais tu crois que c'est un problème d'hygiène de vie? Enfin, genre, c'est quoi le. Je sais pas. Après, des fois, t'as des. Non, mais des fois, je pense que t'as aussi des organismes où à un moment, va tenir 3 semaines. Il y a tous les coureurs sont pas faits pour être bons. Non, mais attends, là, il a pas craqué au bout de 2 semaines. Il a craqué dans. Enfin, tu vois, genre, il a craqué assez tôt quand même au Giro, alors que. Ouais. Non, mais t'as des spécialistes, hein. Du craquage. Top 10 des meilleurs craqueurs. Spécialistes de la fringale, voilà. Ouais, non, enfin, faudrait demander à. Je sais pas s'il a déjà parlé de ça dans une interview, Yates. En tout cas, moi, j'ai jamais rien lu de tel. Mais peut-être qu'il va sa biographie, son autobiographie sera peut-être. Ouais, voilà. Mais c'est pas possible qu'il oublie de manger à chaque fois, tu vois. Je me dis non. Ouais, ou alors sinon. Peut-être qu'il va révéler qu'il a une maladie et que tu sais, genre, il oublie de faire des trucs. Genre une mémoire à court terme. Il y a les oreillettes. Si c'est ça. En fait, ça se trouve dans la voiture de la Bike Exchange, il y a un gros point kilométrique où il y a une alarme ouais, qui sonne tous les quarts d'heure. Dire à Simon de manger. Tellement, le pauvre Simon. Bon, très bien. Alors Simon Yates, pour toi, pas de podium. Hein, non. Mais il va aller nous en claquer 2-3 avant d'abandonner. Ouais, voilà, ouais, il peut faire ça. Oh non, il peut finir quand même. D'accord. Alors maintenant, on va aller un peu plus vite. Il nous reste 4 gars, dont un gars qui est un peu une équipe. Je m'explique. J'ai eu du mal à sortir un favori naturel chez les Bahreïn, mais bon, quand Bahreïn se présente à une course, on les met tout le temps. Pour toi, qui va être leader chez Bahreïn? Landa, Gino? Est-ce que Gino prend le leadership sur ce... Alors, je crois que l'équipe est pas complète encore. Hein. Faut aussi qu'on se le dise. Non, pour l'instant, là, à l'heure où on enregistre, on n'a pas la compo définitive. Mais moi, je pense que c'est Landa qui va être le leader. Okay. Parce qu'il a fait un podium au Giro. Il apporte des bonnes garanties, même si cette année, il est passé à côté de son Tour de Burgos, donc ça va peut-être faire l'inverse de l'année dernière. Donc il sera performant sur la Vuelta. Et puis ouais, ça reste Landa. Pour moi, il apporte toujours des garanties sur un grand tour. Il n'y a pas de raison de pas le mettre leader. Il arrive à 32 ans, mais voilà, on sait qu'il a eu pas mal de malchance quand même, lui, sur ses grands tours. Et voilà, Gino Madère, il peut se dire mais pourtant Madère, il a fait... Non, c'est Egg, pardon, qui a fait 3e l'année dernière. Donc, on pourrait se dire... mais tracté par Gino Madère. Hein. Oui, voilà, il y a ça. Après, c'est l'avantage d'avoir une bonne équipe. Hein. Mais... Ouais, non, je pense que Landa va être leader, mais pareil, après, faut qu'il fasse une course un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Ineos. Faut profiter du fait que là, t'es 3 gars qui soient costauds, qui soient capables... d'aller chercher un podium, hein, je pense. Il faut tenter des coups. Et puis on verra très rapidement aussi. Je pense pas que les 3 après la première semaine soient dans la même minute. Ok, pour terminer, 3 noms. Quintana, Miguel André Lopez, O'Connor. Est-ce qu'on peut vraiment les mettre en favoris? Si oui, à quelle place? Quintana. La limite, vieux, fatigue du tour.
Ouais, mais Quintana, quoi, quand même. Mmh. Pareil, un ancien vainqueur de la Vuelta aussi, lui. Ouais, ancien. Bon, bah, c'était il y a 6 ans, Mmh mh. voilà. On Mais sait que les Colombiens vieillissent 2 fois plus vite que les humains normaux. ouais, c'est ça. Mais ouais, allez, non, il peut. Ah ouais, il peut Quintana, quoi? Il peut quoi? Qu'est-ce qu'on en attend au max? ah bah, Top 5? ouais, il peut viser le podium. Après, je Ah! pense je le vois pas sur le podium. Mmh mh. Mais lui, il faut qu'il vise le podium et puis oui, à mon avis, s'il est pas dans le top 5, il en sera pas loin. Mais Miguel par Angel rap Lopez. non. Un énervement, une chute, qu'est-ce Ouais, qui va se passer pour Miguel? j'ai arrêté, je sais pas, il m'énerve tellement lui. Mais non, bah, après il est en forme, il a fait 3e du Tour de Burgos, mais soit enfin voilà, les grands tours finalement, Tu le vois c'est pas aller peut-être s'imposer, sur la fameuse c'est étape pas dont son on a truc, parlé tout quoi. à l'heure là? L'étape 15 à Sierra Nevada? Non, il va À à la limite 2 500 l'étape mètres? où faut grimper un mur à la fin là. Mmh mh. Mais sinon, ouais non, il est trop inconstant, non, 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 voilà. Et pour terminer, l'homme qui nous a fait perdre 600 points sur le Tour de France, Ben O'Connor. Et bah, je pense que c'est sa séance de rattrapage à O'Connor Mmh mh. et que voilà, en espérant qu'il soit bien remis de sa blessure, mais je pense que oui, parce que sinon il serait pas sur la Vuelta. Hem, Bah, ouais, par rapport à son Dauphiné, par rapport son tour de l'année dernière, par rapport à son début de saison, montrer que, bah, le Tour de France, c'était un accident, un coup de pas de chance Mmh mh. et qu'il a dans les cannes, un top 5 en grand tour à nouveau. Ouais, voir un Donc podium maintenant, hein, pour ouais, confirmer. c'est ça. Ouais, je pense que voilà, de toute façon, faut qu'il y aille en visant le podium. Mais ça va être intéressant justement de voir comment est-ce qu'il rebondit de ce premier échec, bah, après avoir, suscité des attentes et nous OK. coûter 600 points. Écoutez, mais oui, totalement. Pareil. Heu, pour terminer cette rubrique, Adrien, il est l'heure de donner Ouais, son podium. Est-ce que tu peux le nous donner coach, ton podium? heu, Almeida, Carapaz, Hindley. Oh! Comme ça. Ouais, moi OK. je suis comme ça, moi. Et ben, moi, je vais dire Primoz Hindley Almeida. Mmh mh. Carapace, je le vois pas perf. Intéressant, Retenez cette phrase, je vois intéressant. pas Carapace perf, comme ça vous pourrez me le dire. OK, prenez Carapaz dans votre équipe, les gars. Carapace, maillot rouge, maillot rouge à Madrid, tu connais. OK, très bien. Du coup, on voit tous les 2 Jay Hindley sur le podium, mais on le voit pas Mmh, gagner. C'est beau. ouais, c'est ça. Mmh. OK. On va passer maintenant à notre dernière rubrique de cette émission et on va parler un peu de nos petites pépites à suivre pour ce Tour de France, magnifique. Pour ce Tour d'Espagne, Adrien, est-ce que tu as des petits gars à nous présenter comme ça? Bah, ouais, alors moi, il y a un duo que j'aime bien. En fait, je vais vous parler d'un duo. Mmh mh. Ce sera les derniers grands tours de ces duos. C'est Alejandro Valverde qui va participer à son 32e grand tour, Des quand même. pépitas usées un peu, hein. On va parler de pépites. C'est de la vieille pépitas, mais c'est de la pépite Si ouais, polie, si on frotte, ça dorée, brille magnifique, encore, quoi. somptueuse, quoi. Il va faire sa 16e Vuelta, Putain, c'est fou. Valverde. C'est incroyable, à 42 ans et ouais, bah, ouais, moi, enfin, voilà, pour moi, c'était obligé de parler de lui et encore un ancien vainqueur de la Vuelta et c'était en 2009, voilà. Donc ça, c'était il y a bien longtemps, Mmh mh. à une autre époque, hein, parce que je crois il se bagarrait avec, ouais, avec Samuel Sanchez et Cadel Evans qui avaient été sur le podium avec lui. Donc voilà, Quelle époque, une toute une époque. génération. Mais non, mais c'est et également l'autre coureur qui va prendre sa retraite et lui, ce sera son 27e grand tour et sa 7e Vuelta, c'est Vincenzo Nibali et Le requin. ancien vainqueur, une Mmh. fois de plus, en 2010, voilà, donc c'est pareil, ça remonte et ouais, non, bah, c'était vraiment 2 monstres, du vélo, des grands tours et des classiques qui vont partir à la retraite à la fin de la saison et j'étais obligé de faire
quelques instants là-dessus parce que, parce qu'ils auront vraiment marqué des générations de coureurs. Mmh. Nous, on est en France, mais je pense qu'on se rend pas bien compte à quel point Valverde, c'est une idole et Nibali, la même Ouais, chose carrément. en Italie. Enfin, c'est des équivalents et je veux dire nous, Pinot ou Alaphilippe, c'est rien à côté de Valverde et Nibali et même en termes de palmarès, Déjà, ils ont pas ça de a rien grand à tour. voir non plus. Non, mais voilà, ça a rien à voir non plus. Donc ouais, c'est vraiment deux monstres. Alors on sait que voilà, les dernières années sont un peu compliquées, encore que Valverde, c'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire, je trouve, à 42 ans. Mmh. Je pense qu'ils vont chacun essayer voilà, de lever les bras. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour Nibali parce que lui, il faut vraiment qu'il arrive tout seul et que ce soit de la bonne montagne. Mais bon, après, voilà, Nibali, il a fait 4e du Giro quand même, il y a pas Mmh. longtemps. Donc on aurait limite pu en parler dans la rubrique d'avant, quoi. Ça aurait pas été non plus inconscient. Mais voilà, alors je crois que Nibali va finir sa carrière au Tour de Lombardie, mais je suis pas sûr que Valverde, il recourt après la Vuelta. En tout cas, j'en sais rien. Oh, championnat du Heu, monde, ce serait tellement beau, t'imagines? Il ouais, va refaire limite une saison du coup. qu'il soit champion du monde, puis qu'il dise: «Allez les gars, je fais rien l'année prochaine, je prends ma retraite». C'est ce que Hinault avait essayé de faire en 86. Il Mmh. voulait gagner le championnat du monde qui se déroulait aux États-Unis et puis pas courir l'année d'après en fait et qu'il y ait pas de champion du monde, mais Personne bon. n'aura le maillot si je pars. Voilà, c'est ça. Oui, bah, c'est un peu la mentalité d'Hinault ça. Mais du coup, bah, non, Raté. il s'est pas imposé, voilà Non mais et Valverde, s'il gagne le maillot, il va refaire une saison, c'est sûr. c'est Tu oui, il fait connais? une Mais je peux une pas année m'arrêter, c'est pas possible. Mais ouais, voilà, en tout cas, moi, je vais profiter de ces derniers instants où je vais voir Nibali et Valverde sur un grand tour Mmh mh. parce qu'ils m'ont fait bien, bien vibrer quand même, en particulier Nibali en montagne. Donc voilà, un petit, hommage pré-retraite, à ces 2 grands messieurs du vélo. OK, très bien. Et bah, puisqu'on est sur la thématique duo, moi aussi je vais présenter un duo. Alors c'est pas vraiment le même palmarès que Nibali et Valverde, mais souvent on présente un peu, dans cette rubrique-là, des baroudeurs ou des mecs qui en montagne, enfin voilà. Moi, j'ai envie de vous parler de 2 sprinteurs, de 2 jeunes sprinteurs pour ce Tour. Alors ce pour 2 raisons, déjà parce qu'ils marchent très bien cette année et également pour ceux qui jouent un petit peu sur Cycling Fantasy parce qu'ils ne coûtent que 400 points, et je pense qu'ils peuvent être très rentables. Alors, attention à la prononciation, ça va être fantastique. Le Ça premier, tente pas, c'est hein. c'est Caden Groves. Caden Groves, australien, qui court chez la Bike Exchange, qui nous a fait un super début de saison, qui a un peu plus de mal. Là. On l'a vu sur le Tour de Pologne, il a fait 10e, 7e, 11e. Mais cette année, alors, il nous fait 4, 2 et 3 sur le Tour d'Estonie. Alors vous me direz Tour d'Estonie, d'accord. Mais juste avant ça, sur le Tour de Turquie, il nous avait fait une victoire, une deuxième place, une troisième place, devant du Bennett, devant du Ewan. Enfin, il y avait un très beau plateau de sprinters sur le Tour de Turquie, donc c'est un gars costaud. Avant ça encore, il en avait gagné une sur la Volta Ciclista à Catalonia et une troisième, une cinquième place. Donc clairement cette année il est très chaud. Je vous passe les troisième places sur Tirreno Adriatico, etc., etc. Comme dit, il paraît un peu moins en forme que le deuxième coureur que je vais vous présenter, mais Caden Groves, on a vu qu'il y avait à peu près 6 étapes potentiellement qui pouvaient se jouer au sprint. Même s'il y a un beau plateau de sprinters, là, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais il y aura du Bennett, il y aura du Merlier, enfin voilà, hein, ce sera pas facile d'aller s'imposer, mais c'est un gars qui peut facilement aller tracter les podiums et pourquoi pas aller lever les bras. Et le deuxième, donc il a 23 ans, Caden Groves, il va en avoir 24 le 23 décembre de cette année. Et puis avec lui, on va parler d'un coureur qui a déjà 24 ans, c'est Gerben Tijsen. Voilà, alors je sais pas si je le prononce Bravo. bien, Ah désolé. bravo! Ouais, j'ai fait de mon mieux. Alors lui par contre très en forme en ce moment, il en a en claqué une sur le Tour de Pologne, il a fait une 5e place également. Et puis avant ça, on l'a vu bien perf, hein, 4 jours de Dunkerque, il allait en gagner une. Et puis des top 5 un peu sur de nombreuses courses qu'il a pu faire, Et il a notamment sur... déjà fait 2e d'une étape de la Vuelta, ce Mmh. garçon, en Tout à fait, 2020. en 2020 Voilà. exactement. Donc clairement, 2 coureurs,
qu'il faudra surveiller, qui sont en plus dans des équipes. Alors on sait que Bike Exchange, ils vont jouer normalement le général pour Yates, ou peut-être pas, peut-être que Yates il va dire bon non, j'ai juste envie d'aller faire des étapes, donc il devrait quand même être plutôt pas trop mal protégé pour les victoires. Et pareil chez Intermarché ou Antigobert pour Thyssen, je pense que ça va aller jouer un peu les étapes à droite à gauche, donc il devrait être bien protégé. En plus je crois qu'il y a Van Poppel qui est là et qui à mon avis sera son lanceur, donc il y a Boy Van Poppel, il y a des gars qui sont costauds, qui ont de l'expérience comme Backlands ou Taramae, donc ça c'est bien aussi pour des jeunes coureurs comme ça de pouvoir faire un grand tour, parce que là Thyssen, il y aura quand même Pozzovivo, Van Poppen, Backlands, Menties, Hirt, Taramae avec lui en coureur expérimenté, donc c'est quand même, il y a un paquet de grands tours et t'apprends énormément sur ces courses-là quand t'es jeune. Donc ouais, ça et je pense que voilà, s'il se sent bien, s'il commence à faire des perfs, des gars comme ça, ils vont pas hésiter. Ils vont se mettre à la planche, ouais. C'est sûr. Ouais. Je pense que Backlands, il hésitera pas, par exemple. Mais du coup, clairement, voilà, ces deux jeunes coureurs là, sont tous les deux de 98, qui vont avoir 24 ans ou qui ont déjà 24 ans, mais cette année, ils sont à suivre, et même pour la suite, je les vois bien un peu, moi, se révéler pendant cette Vuelta et potentiellement dans les années futures être des habitués des top 5 sur Grand Tour ou sur courses, sur étapes en tout cas de plus petits tours ou même de classiques qui se terminent au sprint. Et puis comme je l'ai dit, c'est 400 points sur Cycling Fantasy. Je pense que niveau rapport qualité sprint, c'est à noter. Voilà. C'est magnifique. Alors ouais. Du coup, moi je pencherais plus pour Thyssen, si je puis me permettre. Ok. Voilà. Mais tu vois, Grove, je le vois bien un peu comme il a fait une petite coupure et tout, il mise tout pour être vraiment en forme sur la Vuelta, et puis voilà, on verra. Et lever les bras à Madrid. Il y aura quand même de la concurrence, on a parlé de Merlier, il y a un plateau qui est pas dégueulasse cette année. Ouais, il y a je vais essayer de vous les donner dans l'ordre, pas facile ça. Pour moi le meilleur, et puis ceux d'après. Pascal Ackermann, voilà. C'est le meilleur pour toi, Ackermann? Ouais. Ah ouais, tu vois Ackermann meilleur que Merlier? Il arrive en 2, ça okay. va se serrer. Mais moi, mais Merlier, de toute façon, il va gagner une étape, puis après, il va essayer de faire gagner quelqu'un d'autre. Non, c'est pas le principe. si, il est comme ça. Tiens, voilà. Robert Stannard, je t'aime bien, allez, viens. Mais je sais pas, je vois bien Ackermann, donc Merlier en 2. Après Sam Bennett, mais Sam Bennett cette année c'est compliqué. C'est compliqué. On l'a vu au sprint du championnat d'Europe là, depuis qu'il est plus chez Quick-Step là, pas simple. Après il y a Pedersen, Coquard, et j'ai noté Maclay aussi. Mais attends, tu nous as pas un peu oublié Ethan Hayter là-dedans? Ah si, ah oui, on en a pas parlé tout à l'heure. Non, si. Je l'avais dans l'autre liste, mais oui, j'avais Ethan Hayter. Oui, non, mais bien sûr. Ethan Hayter, c'est pas un pur sprinter, mais il va très très vite. Favori du classement par points pour moi. Oui, je pense qu'il peut. S'il décide de le jouer, il peut faire de belles choses là-dessus. Ouais. Non, mais si Ethan Hayter, je pense qu'il va dynamiter Ineos peut-être aussi, on sait pas. La Vuelta. Après, oui, c'est à savoir comment il va être utilisé par Ineos aussi, mais t'es obligé quand t'as Ethan Hayter de le protéger un minimum. Mais bon, s'ils ont déjà 3 gars pour le général et puis Ethan Hayter, si, remarque, il y a Dylan Van Baarle, il va rouler pour tout le monde. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé la solution. Et puis, même un Ben Turner et tout, pour l'emmener dans les derniers. Oui, ça, c'est équipier, ouais. Il y a bien moyen. Luke Plapp, il va faire c'est un très bon rouleur, donc lui pourrait tirer le peloton dans les derniers kilomètres. Je veux pas dire de bêtises, il faut que je vérifie. Il me semble que, est-ce qu'il l'a fait, ou est-ce que je dis une bêtise? Je dis peut-être une bêtise. Je cherchais le Tour de Romandie. Non, c'était pas Ben Turner qui était sur le Tour de Romandie. Enfin bref, voilà, tant pis. Du coup, Ethan Hayter, pour moi, je le vois meilleur qu'Ackermann, tu vois. Dans l'idée, dans ma hiérarchie, moi je vois Merlier devant. Non, pas en pur sprinter. Franchement, Ackermann, tu regardes son année, tu sens qu'il vieillit le bougre.
Il a 28 ans, ok. Il a 28 ans, ok. Mais il a fait un bon Tour de Pologne, d'accord. Ouais. Mais avant ça, il fait 3e d'une étape du Tour de Slovénie. Il en gagne une classique. Ouais, mais là, c'était il y a 6 mois, ça. Bah ouais, mais ouais, je sais pas, non, moi Ouais, Ackermann, c'est une autre saison qui repart. Je ouais. pense que le changement d'équipe, ça lui a pas fait du bien. Mmh. Il faut qu'il se réhabitue aussi à voilà, un nouveau train. On va voir comment ça se passe, parce que voilà, il y a Oliveira, Molano, je pense que Pollan qui peut aussi, faire l'équipier. Mmh. Il y aura pas un train de dingue, mais Molano, c'est un très bon coureur pour le lancer et ils ont pas été, alignés, tant de fois que ça ensemble. Là, sur le Tour de Pologne, ils étaient alignés ensemble. On a vu que ça a bien fonctionné, hein. Oui, plutôt, oui. Ackermann, il fait 2 et 1. Mmh. Sur le Tour de Slovénie, tu en parlais tout à l'heure, Molano, il était pas là. Mmh. Pareil sur les bon voilà, je pense que le début de saison de Bennett de Ackermann, pardon, il était pas terrible. Oui, mais je les ai toujours confondus les 2, c'est marrant, hein. Puis en plus, ils arrêtent pas d'aller dans l'équipe de l'un, de l'autre. Ils se croisent comme ça. Et pareil, début de saison, Ackermann était sur Tirreno, Molano était sur Paris-Nice. Et je pense que bah là, ils se sont peut-être trouvés au Tour de Pologne. Et à mon avis, c'est une piste à explorer et que UAE va essayer de mettre à profit pour qu'Ackermann soit le sprinter de la Vuelta. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à des petites fire bullets de ceux qui pourraient briller sur fire bullet time. Oui, cette Vuelta. Alors, comme d'hab, oui, non, et pas spécialement plus d'arguments que ça. Julien qui est de retour. Il brille ou il brille pas sur cette Vuelta? Prépa championnat du monde. Mais il veut pas le DS. Hein. Il l'a dit en interview. Hein. Il a dit j'avais pas du tout kiffé le Tour l'année dernière où Julien il était venu préparer le championnat du monde. Il attaquait tout feu tout flamme. Hors de question que la Vuelta soit comme ça cette année. Oui, mais tu peux préparer le championnat du monde sans attaquer tous les 2 jours et faire n'importe quoi comme. Mais il faudra qu'il le fasse un peu en scred, tu vois. genre il va être surveillé quoi. Tu peux préparer le championnat du monde en attaquant dans la borne finale qui te permet d'aller gagner l'étape. Du coup, tu penses que non? Juste, bah si, du coup, s'il va gagner l'étape, prépa? Oui, si, non, j'ai dit, mais prépa, mais il va enflammer le truc. Ok, et allez, j'ai envie d'y croire aussi, Julien. On l'a pas vu souvent au top cette année. J'aimerais bien qu'il nous fasse quelque chose. Lutsenko? Non. Ah ouais? Non, mais je sais que t'aimes bien Lutsenko, mais je sais pas, je l'ai trouvé en forme sur la fin du tour. Je me dis, le profil et tout, le fait que Miguel André Lopez va abandonner très vite. Ouais, mais Lutsenko, il va se dire, oh tiens, je peux faire le général, je vais finir 8ème de la Vuelta, mais on va pas le voir. Ah ouais, ok. Et moi, je vais me dire oui pour Lutsenko. On passe, on en a parlé rapidos, mais Ethan Hayter, pour moi, grand oui. Bah oui, à fond. En plus, je sais pas, je te trouve fun, Ethan Hayter, tu vois, genre... Il a un côté sympatoche. Ouais, il dégage un bon truc. Découverte premier grand tour, du coup. Pour Puis on sait qu'il perf en chrono aussi, hein, donc il est capable de perf de tous les côtés. Et d'ailleurs, Ineos a surveillé dans le chrono inaugural. Hein. Ouais. Ça va envoyer. Hein. Timen Arensman. Oui. Grand oui. Je crois vraiment qu'il va faire de bonnes choses et ça peut être la surprise du général. Moi je le vois bien, limite aller chercher le maillot blanc, tu vois. Enfin, le maillot de meilleur jeune, pardon. Maillot blanc, qui c'est qui est encore Almeida, je crois qu'il est encore jeune. Hein. Oui, Almeida va courir. Si, Almeida va courir. Oui, t'as raison. Oui, non, oui, c'est vrai qu'avec Almeida, du coup. Il le portera, vu qu'Almeida, il aura le maillot rouge. Bien vu. Arensman, on a même hésité à le mettre dans les favoris. Enfin, c'était pas un favori légitime, mais je veux dire dans les potentiels favoris. Oui, je pense que c'est encore tôt pour le mettre dans les favoris, mais en tant que favori d'un grand tour. Mais sur ce qu'il nous a montré là cette saison, pour moi, il va faire de belles choses. Tu en as parlé un petit peu avant quand on parlait de Carapaz, Pavel Sivakov. Bah oui, moi aussi, Sivakov, je vois bien qui est aussi en jeune, hein, il est dans sa dernière année de meilleur jeune et je pense que Sivakov, il peut. J'ai l'impression qu'il a franchi un cap physiquement là et qu'il faut pas forcément se focaliser sur son Giro de cette année ou autre, voilà. Après sur les grands tours, ça sera quand même déjà son 7e grand tour. On l'a jamais vu vraiment dans un statut de leader, co-leader, on en parlait presque tout à l'heure.
Mais voilà, à voir en fait surtout comment est-ce qu'il aura la confiance de son équipe. Très bien. La Buitre. Révélation La un peu de ce Buitre. Giro qui nous avait été présenté par Raph. Ouais. Je pense que si il le court cette année, il court la Vuelta comme ils ont couru le Giro, nos amis de la Bahreïn, clairement la Buitre, il a tout ce qu'il faut pour aller en claquer une ou deux. Hein. Même s'il va être un peu Ouais, plus surveillé, mais. oui, mais ça n'empêche, on l'a vu sur le Tour de Burgos, là, il gagne la première étape où pareil, hein, il était surveillé, mais là, quand c'est des arrivées qui vont lui correspondre, c'est court, c'est explosif, ces 59 kilos, il va les monter en un rien de temps au sommet des pentes très raides là. Voilà, après, bah, la question, ça sera est-ce que la Bahreïn fait une Vuelta comme le Giro ou une Vuelta comme le Tour de France? Mais ça, on verra. Jay Vine. Vine. Bah oui, De oui. ouf, clairement. Vine, c'est l'année dernière où il avait brillé sur la Vuelta, hein. Il avait fait des places d'honneur sur les étapes. On l'avait vu pas mal à l'avant, il me semble. Et ouais, je pense que on l'a pas revu depuis le Tour de Suisse, mais sinon son début de saison était quand même pas mal, hein. Prometteur. Donc 2e des Tours de Turquie et de Norvège. Donc voilà, il emmagasine de l'expérience aussi, hein, parce qu'on se souvient que c'est un coureur qui avait été révélé par Zwift, qui avait gagné enfin voilà, il avait gagné un contrat chez Alpecin, grâce à ça. Il a été Donc champion du monde cette année sur Zwift. OK, bon bah Voilà. voilà. Donc maintenant, il y a plus qu'à savoir se placer dans le peloton et puis ça ira bien. Tout à fait, ouais, c'est un coureur que j'aime bien aussi et on sent qu'il apprend vite et enfin on en avait parlé un petit peu, il me semble dans à la fin dans nos récompenses de l'année précédente là. Ouais. Et clairement, bah, je trouve qu'il est dans la continuité de ce qu'on pouvait attendre de lui, il progresse bien et tout et c'est un coureur, je pense sur lesquels qu'il faudra surveiller déjà sur cette Vuelta et pour l'avenir. Thibaut Pinot, puisqu'on vient d'apprendre juste avant d'enregistrer l'émission, là, il y a quelques heures, qu'il sera présent. Pinot, la la la. Tu peux pas dire non. Bah Tu peux pas dire non ah à non, Thibaut je peux Pinot. pas dire non, donc je dis pas non. Non, non, Pinot, il l'a dit, il va y aller pour gagner des étapes. Voilà, je pense qu'il va pas du tout se focaliser sur le général. À mon avis, il a pas envie de ça. C'est pas forcément mais je pense il a coché les grosses étapes avec les longues ascensions là, notamment ce week-end en Sierra Nevada. À mon avis, il l'a il l'a bien coché. Moi, je suis très content de le voir sur la Vuelta. Ça veut dire que bah voilà, le Tour de France, où il était à moitié covidé encore, qui était finalement un peu compliqué, pas les meilleures sensations du monde, et bah, c'est derrière lui et que là, apparemment, ça va mieux et voilà et on espère, on espère une victoire d'étape au moins pour Pinot. Tout à fait. Moi aussi, je suis assez content de le voir et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir, nos stars françaises, sur les grands tours. Eh Ça oui, donne encore plus de raisons de regarder et d'être au taquet donc forcément quand on aura, Thibaut dans une échappée, on sera à fond. on Higuita. sera chaud. Higuita, ouais, ouais, pareil, Higuita, grand oui. Ouais. Hem, il est en forme là, hein, c'est sur le Tour de Pologne qu'il a eu le maillot et ouais, non, on l'attend on le alors c'est quoi? Higuita, je l'attendais, oui, c'est ça, je l'attendais sur le Tour et grâce à son beau Tour de Suisse et puis finalement, bah, il était pas sur le Tour. Ouais. Il a pas fait de grand tour cette saison et ouais, ça va être cool de le voir sur la Vuelta et c'est pareil, c'est le genre de parcours qui lui convient bien. C'est un puncher, il est très explosif et un peu comme un Colombien, quoi. J'ai Donc peur qu'il soit un peu barré par Hindley, moi. Tu sais, si vraiment Hindley, est très fort, est-ce qu'ils vont lui laisser, mmh, la possibilité bah, de après, s'exprimer, il y a vraiment? aussi le truc, c'est que si, tu es sur du 15 sur le dernier kilomètre, Oui. tu as beau avoir un équipier ou pas, ça sert pas à grand chose donc si là-dessus, Higuita arrive à montrer qu'il est costaud, pourquoi pas? Après Higuita, voilà, jouer le général, avec comme tu dis, avec Hindley, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Je sais pas à quel point il pourra se muer en équipier, mais ouais, c'est effectivement la question, mais en tout cas, je pense que Higuita, il est très, très fort.
Juan Esteban Chavez, qu'on était très déçus de finalement ne pas voir sur le Tour, alors qu'on l'avait mis comme un gars à suivre. Pour moi, c'est un grand oui, j'ai hâte de le retrouver sur cette Vuelta. Ouais, on va voir, il a été plutôt discret, mais en n'étant jamais trop loin sur le Tour de Burgos. Donc ouais, je pense qu'en tout cas, là, cette année, il a montré qu'il avait retrouvé sa forme d'il y a quelque temps et ça fait plaisir et il essaiera de se rappeler aux bons souvenirs de son podium en 2016 sur la Vuelta. Je crois que c'était ça, en 2016. Ah, c'est toi Non. l'annuaire. Non, je dis n'importe quoi, c'était, si c'est ça, 3e de la Vuelta en 2016. Si, c'est ça. Parfait. Et pour terminer, Michael Woods. Moi, j'aime bien Michael Woods, c'est un coureur que j'aime bien. Écoute, je pense que il y a plusieurs arrivées qui peuvent lui convenir et je le vois bien faire quelque chose, tu vois, aller gagner 1 ou 2 étapes ou pas de classement général non plus, mais je pense qu'il peut faire de belles choses, le Ouais, Canadien. moi je pense que ça va être un petit peu juste. À mon avis, le plateau va être un peu trop costaud pour Woods. Donc non, moi je le vois pas forcément briller. OK, très bien. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, tant pour les favoris, vos podiums et puis pour les coureurs qui selon vous vont briller, parce que là la liste est extrêmement large. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire qui vous voyez faire une très belle Vuelta. Adrien, notre super preview XXL de la Vuelta touche à sa fin. Bah ouais, écoute, c'était bien de se mettre en tout cas en jambes pour cette Vuelta et le fait d'avoir parlé de tous ces noms de coureurs là, moi ça me donne bien envie de me poser devant ma télé, dès vendredi. Parce qu'il faut pas oublier que voilà, c'est vendredi le départ et je pense qu'on va avoir surtout du beau spectacle, des rebondissements et je suis sûr qu'il y a des noms qu'on a oubliés, qu'on n'a pas cités, qui vont briller et pourtant on a cité un paquet de noms et ça me plaît d'avance, tu vois? Tout à fait. Donc on suivra comme on a pu faire pendant le Giro et le Tour de France en faisant des lives réguliers cette Vuelta. Donc si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre donc sur YouTube, Instagram ou autre, et puis à venir en live avec nous, hein. Les lives seront sur YouTube, donc voilà, pour pouvoir parler des différentes étapes de la Vuelta. Généralement on essaye d'en faire un tous les 3 jours quand on y arrive, hein. Là, début septembre, la rentrée, le boulot, tout ça vous connaissez, mais bon, on va essayer de couvrir au mieux ce magnifique tour. J'adore la Vuelta. On a été complet, Adri? Bah écoute, ouais, je crois on a fait le tour, de cette Vuelta donc à bientôt pour un live, tu l'as dit? Tout à fait, un petit fringa live. En attendant, on a de la chance, on a notre représentant numéro 1, Simon, qui sera présent. Alors comme Simon, enfin pas comme Simon justement, pensez à vous alimenter, c'est important. Il fait chaud, tout ça, vous connaissez. Ce serait dommage de péter une fringale avec le maillot rouge une semaine avant l'arrivée à Madrid. Donc pensez à vous alimenter. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Merci pour le soutien que vous nous avez donné pendant le Tour de France. On espère vous retrouver nombreux pour cette Vuelta. En attendant, bonne soirée, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, salut tout le monde.